reconnais M. le député de Bourget pour son intervention, toujours sur le principe du projet de loi. Monsieur le député de Bourget, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Force est d'admettre que les commentaires de la majorité des gens, des groupes, des individus qui ont généreusement commenté en commission parlementaire rejoignent ceux de notre formation politique, à savoir un projet inutile, insuffisant, incomplet, ambigu, qui ne règle rien et, pire encore, discriminatoire à certains égards. Bien que les propos de la présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, puissent indisposer les membres du gouvernement, il est instructif de citer un passage de son témoignage le 19 mai 2010, au moment des consultations générales. Et je cite « Nous avons l'impression que nous assistons à un détournement de l'objet et de l'effet du projet de loi numéro 94 et nous en sommes profondément choqués. Le Conseil du statut de la femme est à l'origine de ce projet de loi. Il ne s'agit pas d'un projet de loi pour permettre ou interdire des signes religieux. Il ne s'agit pas d'un projet de loi pour permettre ou interdire. Il est donc, encore une fois, erroné de prétendre que ce projet de loi, statut sur la laïcité au Québec, ait fait le choix d'une laïcité dite ouverte. Ce projet de loi ne peut prétendre être la réponse à la relation entre le religieux et l'État. De toute façon, le Conseil ne donnerait pas son aval à un projet de loi qui aurait pour effet d'interdire un seul signe religieux, c'est-à-dire le niqab, celui porté par des femmes, et permettre tous les autres portés par ces messieurs. Cela discriminerait doublement les femmes. » Fin de la citation. Ce dernier commentaire, Monsieur le Président, rappelons-le, dis-je, fait référence à l'article 6 du projet de loi quant à permettre aux employés de l'État de porter des signes religieux visibles, à l'exception du voile intégral. Monsieur le Président, en visant indirectement une seule catégorie de la population, à savoir les femmes musulmanes qui portent le voile intégral, l'article 6 est le parfait exemple de la volonté du gouvernement de mettre en place une laïcité dite ouverte. Pour reprendre la question d'un de mes commettants, question pleine d'humour, malgré le sérieux du sujet, une laïcité ouverte, oui, mais jusqu'à quelle heure? Ce mot d'humour, un peu absurde, vient cependant démontrer, à l'instar de plusieurs groupes et individus entendus en commission parlementaire, la nécessité de tenir un débat plus large sur la forme de laïcité que nous voulons au Québec. Ni ouverte, ni fermée, mais porteuse d'une valeur fondamentale inscrite dans le parcours du Québec. Or, Monsieur le Président, cette valeur fondamentale ne se retrouve proclamée dans aucun texte juridique d'importance, de façon constitutionnelle ou autrement prépondérante, n'étant reconnue que de façon jurisprudentielle, d'où notre proposition au Parti québécois d'une charte de la laïcité qui permettrait aux tribunaux de pouvoir interpréter le droit en fonction d'un texte de référence et non pas en fonction d'une jurisprudence au cas par cas de demande d'accommodement raisonnable. Il est plus que temps d'ouvrir courageusement et généreusement le débat sur la laïcité, comme le demandent d'ailleurs de nombreux groupes entendus sur le projet de loi 94, notamment les grandes centrales syndicales, qui représentent des centaines de milliers de citoyennes et de citoyens, dont bon nombre œuvrent dans la sphère publique. Il est grand temps d'adopter une charte qui définisse les balises qui nous permettent de vivre ensemble harmonieusement et de construire, au-delà de nos différences, une société égalitaire et inclusive. Ce n'est pas avec ce projet de loi
94 que nous éviterons que le débat sur les accommodements raisonnables ressurgisse périodiquement dans la société et dans les médias. À cet effet, on ne peut que rappeler particulièrement au chapitre des recommandations relatives à la laïcité la vitesse à laquelle le gouvernement a enterré le rapport Bouchard-Taylor. Comme le collectif Citoyens pour l'égalité et la laïcité l'a bien dit lors des consultations générales le printemps dernier, il est étonnant que le gouvernement ait mis autant de temps depuis la commission Bouchard-Taylor pour accoucher d'une mesure aussi minimale, qui n'apporte rien de nouveau quant à l'affirmation de la laïcité de l'État. Très justement, le collectif Citoyens pour l'égalité et la laïcité souligne par ailleurs que ce projet de loi 94 doit s'inscrire dans un contexte international, précisant que le Québec, comme le reste du monde, n'échappe pas à la montée des intégrismes religieux, particulièrement celui de l'islamisme. Je cite le passage de leur mémoire intitulé « Pour une gestion laïque des services publics ». L'une des façons pour les islamistes de se rendre visibles dans l'espace public est d'instrumentaliser le corps des femmes en marquant leur sexe par le hijab, le niqab ou la burqa, qui n'ont rien d'un simple vêtement puisqu'ils sont l'étendard de l'islam politique. Le récent épisode de la dame qui a refusé d'enlever son niqab en classe et qui fut par la suite exclue de son cours de francisation au Cégep Saint-Laurent n'est que l'expression de cette montée de l'intégrisme islamiste qui, ici comme ailleurs, conteste de plus en plus le caractère laïque de nos institutions et services publics et remet en question le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Fin de la citation. La séparation de la religion et de l'État, Monsieur le Président, est l'une des valeurs fondamentales du Québec, comme l'égalité entre les femmes et les hommes, comme la primauté de la langue française, comme la langue commune de convergence, la recherche d'une meilleure justice sociale ou la culture québécoise, partie intégrante de cette volonté d'affirmer notre modernité. L'introduction d'une charte de la laïcité viendrait indubitablement réaffirmer les valeurs fondamentales du Québec. Aussi, notre souci en introduisant la laïcité dans l'espace civique est de maintenir la paix sociale, voire la cohésion sociale, qui nous permettrait, entre autres choses, d'anticiper les dérapages sectaires ou idéologiques. Monsieur le Président, je ne saurais trop insister à réfuter le concept de laïcité ouverte qui, selon les tenants de cette notion accolée au multiculturalisme, favoriserait l'intégration des immigrants. Les exemples sont pourtant nombreux qui refutent cette thèse, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Dans ces trois cas, non seulement l'intégration a échoué, mais la politique du multiculturalisme a favorisé le communautarisme et ouvert la porte à l'extrémisme religieux, comme nous l'apprenait cette semaine le journal Le Devoir du lundi 7 février 2011, par la voix de son correspondant à Paris, M. Christian Rioux, dans un article intitulé « À son tour, David Cameron condamne le multiculturalisme ». Le journaliste cite le Premier ministre britannique, j'ouvre les guillemets, « Avec la doctrine du multiculturalisme d'État, nous avons encouragé les différentes cultures à vivre des vies séparées, séparées les unes des autres et coupées de celles de la majorité. Nous avons échoué en ne proposant pas une vision de la société à laquelle
ces communautés auraient pu se sentir appartenir. Nous avons toléré les communautés pratiquant la ségrégation et se comportant de manière totalement opposée à nos valeurs. Je ferme les guillemets. Christian Rioux nous rappelait que le Premier ministre Cameron marchait ainsi dans les pas de nombreux représentants politiques européens pour qui le multiculturalisme apparaît de moins en moins comme un objectif souhaitable, citant notamment la chancelière Angela Merkel, qui constate, elle aussi, que le rêve d'une société multiculturelle a complètement échoué dans son pays. Même au Canada, en avril dernier, le député libéral fédéral de foi sikh, M. Usaj Dosanjh, imputait l'expansion de l'extrémisme religieux dans sa communauté au multiculturalisme canadien. Dans la perspective des défis de l'intégration des immigrants au Québec, j'ai eu moi-même l'occasion de m'exprimer sur le sujet dans le Devoir du 26 janvier dernier. Je dénonçais alors l'approche du multiculturalisme à la canadienne qui nous mène tout droit à la ghettoisation, à un communautarisme de repli, où les cultures, plutôt que de se mélanger pour contribuer à l'édification d'une nation québécoise viable et durable, se cloisonnent dans leur coin. Vivement, disais-je, une approche citoyenne qui définisse clairement chaque personne ayant fait le choix du Québec comme un citoyen à part entière de la communauté québécoise. Monsieur le Président, il est très intéressant d'apprendre que le Conseil du statut de la femme fera connaître sous peu son point de vue sur la laïcité de l'État québécois. Déjà, dans le numéro de la Gazette des femmes qui vient de paraître, la présidente du Conseil, Mme Christiane Pelchat, expose quelques idées fortes sur la question. Je la cite. « Pour nous, la neutralité de l'État est essentielle à la liberté de conscience. Et les fonctionnaires en sont l'incarnation directe. Les lois de l'État sont les lois civiles et non religieuses. Lorsqu'une décision est prise au gouvernement du Québec, elle ne l'est pas en vertu de la Bible, du Coran ou de la Torah. » Fin de la citation. Nous attendons donc avec impatience cet avis, Monsieur le Président, cet avis du Conseil du statut de la femme. C'est donc fort de la réflexion et des recommandations des 68 groupes et personnes qui ont présenté un mémoire en commission parlementaire que nous poursuivrons notre travail lors de l'étude de ce projet de loi, article par article, confiant que nos amendements pourront bonifier considérablement ce projet de loi qui, très manifestement, s'avère sous sa forme actuelle que nous rejetons, incomplet et insignifiant, compte tenu de la complexité en cause. Monsieur le Président, je veux rappeler que mes souliers ont beaucoup voyagé. Il y a longtemps de cela, ils ont foulé d'un pas ferme le calvaire de l'exil et de l'immigration. Et hier encore, ils foulaient le territoire complexe de l'intégration. Vous comprendrez donc que mon point de vue soit celui d'un observateur extérieur et intérieur. Aussi, je rapporte ici le regard de l'étranger, doublé d'une dimension néo-québécoise, disons-le ainsi. Avec une expérience directe et active du Québec dans les divers aspects de sa réalité. Et ce que je dis, néanmoins, en toute humilité, n'a pas la moindre prétention de rivaliser avec qui que ce soit, encore moins de fournir
le sens général d'approches qui sont diverses. Cela dit, nous faisons face aujourd'hui au Québec à un devenir de notre nation avec ses mutations sociales, démographiques, politiques, religieuses et culturelles. Nous faisons face aujourd'hui à un Québec plongé dans une réflexion collective sur ses valeurs et son devenir. Aussi, il me vient et revient une profonde conviction relative à l'intégration des néo-québécois et de leur descendance. Il est de notre responsabilité, à nous, membres de cette Assemblée, d'assurer à nos concitoyennes et concitoyens, à nos jeunes, à nos enfants, un avenir sûr, un avenir pluraliste, avec un souci de cohésion sans cesse renouvelé. Pour nos concitoyennes et concitoyens, pour nos jeunes, pour nos enfants, notre avenir, il nous appartient d'instaurer un droit à la différence et non une différence des droits. De plus, il nous appartient d'assurer une égalité des chances, de fait, et non seulement de forme. Un débat démocratique s'est engagé au Québec depuis bientôt 4 ans sur ce sujet. Un débat délicat et fragile. C'est un débat qui reste néanmoins pertinent et incontournable quand on s'attarde un tant soit peu en profondeur, notamment sur la question des accommodements raisonnables, et quand on mesure la volonté exprimée des Québécoises et des Québécois de voir ces pratiques rigoureusement balisées. De ma perspective, j'ai malheureusement l'impression que ce débat se retrouvera dans l'impasse, tant et aussi longtemps que le Québec restera subordonné à la Constitution canadienne. Ce débat se retrouvera dans l'impasse tant et aussi longtemps que le Québec sera subordonné à la Charte et à l'idéologie du multiculturalisme. Je rappelle au passage que la Constitution canadienne a été imposée au Québec. Le Québec ne l'a pas signée. Le Québec subit cette Constitution depuis des années. Force est de constater que le Canada est peut-être un beau pays, mais il est aussi un port de plaisance pour une poignée d'intégristes religieux au cœur sectaire qui divisent, qui fragilisent leur propre communauté d'origine et empoisonnent la cohésion sociale. Les intégristes, nous le savons, ils sont minoritaires au sein de leur communauté, mais ils leur nuisent beaucoup, car ils les tiennent en otage et en font des cibles idéales de stigmatisation. Il nous appartient aujourd'hui, Monsieur le Président, de débattre de ces questions. À défaut, un gouvernement souverainiste y verra avec efficience. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Bourget, de votre intervention et à ce moment.